Bonjour monsieur. Entrez, avancez. Voilà un endroit surprenant, non? Le piano joue tout seul et une voix venue de nulle part est là pour vous accueillir. Nous sommes ici dans le musée du phonographe et de la musique mécanique de Limoges. Toutes les pièces qui sont rassemblées autour de vous ont été chinées et restaurées par le propriétaire de cet étonnant musée. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous lever et vous approcher des phonographes. Que vous inspire-t-il, tous ces objets qui sont tout droit sortis de nos mémoires, vous qui êtes, je crois, un mélomane averti? Eh bien, ça m'évoque la préhistoire de la musique, le chien, la voix de son maître, quand il fallait émettre un son, c'était les temps héroïques du chant. Il y a quelques mois, vous avez coordonné et préfacé un ouvrage faisant le point sur le lien entre l'arthrose et l'ostéoporose. Quelles sont les constatations amenant à se demander s'il existe une relation entre ces deux pathologies? Eh bien, d'abord, par l'expérience, on peut se rendre compte qu'il y a peut-être une relation inverse entre l'arthrose et l'ostéoporose. Ensuite, il y a des études qui ont été faites, longitudinales, rétrospectives, qui ont tenté de démontrer effectivement qu'il y avait une relation inverse entre l'arthrose et l'ostéoporose. Et puis, on a vu apparaître des études beaucoup plus scientifiques, plus biologiques, plus biochimiques, cherchant des facteurs de croissance qui pouvaient être protecteurs et expliquer ainsi ce hiatus entre l'arthrose et l'ostéoporose. Ce lien entre les deux maladies est largement débattu de nos jours. N'y aurait-il pas une controverse? Moi, je ne dirais pas une controverse, je dirais un débat. Parce que vous avez en fait une tendance vers la convergence d'une idée commune, mais les statistiques ne sont pas toujours là pour étayer cet objectif de convergence, mais on se rend compte que c'est plus un débat d'idées qu'une controverse qui apporte sa contribution à cette idée. En supposant qu'il existe bien une relation entre les deux, comment pourriez-vous la caractériser? Association ou bien compétition? Je ne crois pas qu'il faille poser la question comme ça. Je me demande si l'occasion n'est pas fournie, en travaillant d'une part sur l'arthrose et en travaillant d'autre part sur l'ostéoporose, voir s'il n'y a pas à la fois des points de convergence et des points de divergence. Et c'est pour ça que moi j'insiste, je trouve que ce sujet est un sujet d'actualité, c'est un sujet qui permet d'élargir le champ de la recherche. Maintenant, si vous le voulez bien, on va changer de place. Vous allez vous diriger vers l'autre pièce du musée. Et maintenant, vous allez vous installer sur le tabouret qui se trouve devant le piano. N'oubliez pas au passage de prendre la télécommande. Parfait. Nous sommes allés nous promener à la découverte de votre région. Nous sommes revenus avec des images parfois assez surprenantes. Êtes-vous prêt à nous suivre? Oui, bien sûr. Alors, appuyez sur le bouton rouge de la télécommande. On ne peut évoquer Limoges sans penser à la porcelaine. Et pourtant, l'histoire de cette dernière commence bien loin du Limousin. C'est en Chine, à l'époque Tang, que naît la fabrication de la porcelaine. Fierté des empereurs de l'Empire céleste, cette céramique fine et translucide est connue en Occident grâce à Marco Polo, qui la remarque pendant son périple en Chine au XIIIe siècle. Dès la Renaissance, les potiers et alchimistes s'emploient donc à rechercher le secret de la porcelaine chinoise. C'est en effet à Florence, au XVIe siècle, sous le patronage du grand-duc François II de Médicis, mécène et homme cultivé, que l'on a retrouvé la première porcelaine tendre. On l'appelle ainsi car cette matière est facilement rayée par un instrument métallique. La composition de cette pâte est proche de celle des autres porcelaines tendres européennes. En France, les princes de Saint-Cloud, Chantilly et Vincennes fondent également d'illustres manufactures de porcelaine. Mais on pense que c'est à Rouen que la famille des Potterat élabora cette matière, se caractérisant par son aspect moelleux. Chaque fabrique garde jalousement ses secrets de fabrication en faisant varier les proportions et les recettes. Mais si l'on obtient ainsi l'aspect de la porcelaine chinoise, cette matière n'en a ni la sonorité ni la dureté, car il manque l'élément principal,
le kaolin, inconnu encore à cette époque en Europe. C'est en 1709, en Saxe, que l'arcaniste Bottger découvre la formule de la porcelaine dure et identifie un gisement de kaolin. Les porcelaines ainsi obtenues sont beaucoup plus nettes, plus froides et translucides que les tendres. La première manufacture fut fondée en 1771 dans l'ancien établissement produisant de la faïence dirigé par Massier. Turgot va savoir encourager cette entreprise et favoriser ainsi l'éclosion d'une industrie qui va transformer Limoges. Les décors sont essentiellement constitués de petits bouquets de fleurs polychromes, reprenant en cela les décors de la porcelaine tendre. À partir des années 1850, Limoges va développer la notion de blanc. Grâce à une très bonne qualité de kaolin et une technique excellente, des services d'un blanc étonnant vont être réalisés. Ainsi, à une époque où les goûts étaient plutôt portés vers des décors chargés et chamarrés, ces fabricants, fiers de leur savoir-faire, osèrent montrer des œuvres entièrement blanches. Au fil du temps, des fabriques se créent, entraînant la naissance d'une classe ouvrière. Dès 1890, les peintres décorateurs sur porcelaine sont à l'origine des premiers mouvements ouvriers mutualistes français, et ce sera à Limoges que 5 ans plus tard sera créée la CGT. Quelle histoire! Oui, quelle histoire! Nous ne pouvions pas évoquer Limoges sans parler de la porcelaine. Est-ce que vous saviez que le kaolin avait vraiment transformé la consistance et l'apparence de la porcelaine? Mais je ne peux pas vous en dire plus parce que je ne suis pas du tout compétent. Moi, je sais l'apprécier quand elle est belle. Je sais la conseiller quand on me dit je voudrais bien acheter de la porcelaine. Puis surtout, j'essaie d'empêcher les autres d'acheter 52 pièces. Moi, je leur dis toujours achetez 8 pièces pour l'entrée, 8 pièces pour le plat principal et 8 assiettes, par exemple, pour le dessert, parce qu'on peut totalement désapparier une présentation de table, au lieu de vouloir absolument l'uniformité. Le kaolin rend la porcelaine dure et l'os. Quel est le secret de sa solidité? La solidité de l'os, c'est l'architecture de l'os, c'est-à-dire la formation des travées. Plus les travées sont ramifiées, plus elles sont nombreuses, plus le réseau est en mailles serrées, plus l'os est solide. Deuxièmement, plus les corticales sont épaisses, plus l'os est solide. Donc il faut un bon mariage entre une ramification du tissu trabéculaire, d'une part, et une solidité d'amarrage contre les corticales externes et internes, d'autre part. Si vous deviez choisir une pièce parmi celles présentées dans le reportage, ce serait laquelle? Je pense, mais je n'ai pas retenu le nom, c'est un peu comme une lithophanie, c'est-à-dire ces pièces qui sont transparentes ou translucides avec une lumière intérieure, en général une flamme ou une bougie, mais sur lesquelles on a rajouté comme constellé dans un ciel des petits fragments d'émaux ou de verre colorés. Ça, je trouve que ce sont des très très jolies pièces de présentation. Si vous le voulez bien, nous allons reprendre notre visite. Et vous allez reprendre votre télécommande et appuyer sur le bouton rouge une fois encore. Le rouge. D'accord. Le culte des eaux, le culte des bonnes fontaines, c'est souvent lié à des cultes animistes. Oui. C'est-à-dire, vous avez l'eau, la pierre et l'arbre. Ça, c'est la base même des croyances gauloises et celtiques. Oui. Il y a certaines fontaines où il y a des rites bien particuliers, où il y avait même des cheminements particuliers avant d'arriver aux bonnes fontaines. Il fallait passer à tel endroit, au pied de telle croix ou de telle pierre. Ici, en fait, il y avait le passage à la chapelle et la venue à la bonne fontaine, c'est tout. Il n'y a pas de chemin initiatique. Donc ça, ce sont des offrandes. Alors soit c'est des offrandes qui sont faites pour la guérison, soit c'est des offrandes qui sont faites après la guérison, en remerciement. C'est un ex-voto ou c'est une demande. Il y a soit absorption de l'eau, c'est-à-dire on boit de l'eau, quoi, ou bien on se frictionne des parties du corps qui sont malades ou qui sont atteintes d'une maladie quelconque. Donc celle-là, essentiellement, c'est pour convulsion, maladie des seins, rhumatisme. Mais c'est celle-là qui est en fait la plus puissante d'après les gens. Donc celle-ci sert aussi, essentiellement, elle servait pour les animaux. Mais on s'en sert aussi pour les rhumatismes. Les scientifiques vous diront de toute façon ça n'a pas d'importance parce que c'est le même filon d'eau. Mais comme elles ne sont pas au même endroit, c'est pas la même. Elle soigne les maux dedans et en même temps c'est la fontaine des amoureux. La personne qui est malade
va aller voir ce qu'on appelle en Limousin une recommandeire, c'est-à-dire une recommandeuse ou une metteuse de part. C'est-à-dire que c'est une personne que vous allez aller voir pour savoir de quelle fontaine et de quel dépend votre mal. Alors vous aviez déjà sûrement entendu parler des bonnes fontaines du Limousin? Pas du tout. Pas du tout? Non, je vous interromps, pas du tout. Pour moi, c'est une découverte de savoir qu'il y a une telle source miraculeuse. Nul n'est prophète en son pays. Si certains de vos patients vous avouent avoir recours à des procédés un peu irrationnels pour se traiter, qu'est-ce que vous leur dites? Je suis toujours d'accord avec eux. Pourquoi? Parce qu'ils m'apprennent plein de choses. Et ce que je ne peux pas comprendre, c'est pas une raison suffisante pour le rejeter. Et s'ils m'apportent la preuve ou l'argumentation comme quoi ils ont été améliorés, moi je suis prêt à le croire et je peux même le conseiller à d'autres. Mais je sais que je ne suis pas obligé d'être très orthodoxe parmi mes autres collègues. Quel serait leur effet sur le mal de dos ou les rhumatismes, par exemple? Je crois qu'il faut distinguer l'eau que l'on boit et l'eau que l'on applique. Je crois que l'eau que l'on boit, il n'y a pas de preuve que les oligo-éléments, c'est-à-dire les substances minérales qui sont dedans, aient fait la preuve de leur utilité ou de leur efficacité. En revanche, l'application de certaines eaux, parce qu'elles sont chaudes, parce qu'éventuellement on a rajouté de la boue dans les stations thermales, dans les cures thermales, je crois que là, on a un intérêt qui est lié à la thermothérapie, à la chaleur qui est appliquée sur les douleurs. Mais il est bien difficile, et puis il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de travail qui est démontré qu'une eau de source ou une eau thermale bue a apporté une amélioration nette, significative pour des douleurs dites rhumatismales. Alors, si je comprends bien, vous irez faire un tour à la fontaine de Courbefils? Est-ce que j'ai besoin d'être malade pour y aller ou est-ce que je peux y aller par curiosité? Je crois que je vais choisir la curiosité. Oui, vous pouvez. D'accord, merci. Donc, on va reprendre notre visite et vous, votre télécommande. Donc j'appuie sur la télécommande. Et vous allez voir qu'à quelques kilomètres de Limoges, là où on s'attendrait à voir des vaches, on va rencontrer tout autre chose. Ils naissent au mois de mai. Donc en plein air, on s'en occupe pas. En général, la naissance se passe assez bien parce que un bisounours à la naissance, il pèse à peine 30 kg. C'est plus petit qu'un veau. Alors bon, ça facilite les naissances. Et de toute façon, on peut pas intervenir. C'est trop nerveux, trop sauvage. Alors on laisse le petit avec la mère jusqu'à fin octobre, début novembre. Là, on attrape tout le troupeau pour poser des boucles d'oreilles aux jeunes de l'année. Et en même temps, on fait un traitement antiparasitaire à tous les bisons du troupeau. Que pensez-vous de l'idée de ce monsieur d'avoir voulu en France faire l'élevage de bisons? Il est quand même plus courant de les rencontrer aux États-Unis que dans les pâtures du Limousin. Je connais cet endroit. Il y a aussi un autre endroit où on élève des autruches. Et c'est une très bonne idée d'avoir filmé les bisons parce que je pensais à Buffalo Neck qui est décrit chez les malades qui prennent trop de corticoïdes. Et ils ont ce visage gonflé et puis cette hypertrophie des masses graisseuses de la partie haute du cou. Et si on va plus loin, s'ils prennent une trop forte quantité, pendant trop longtemps, une corticothérapie, ils peuvent avoir une ostéoporose cortisonique. Et vous voyez, la boucle est fermée. La viande de bison est a priori très prisée par les restaurateurs de la région. Vous en avez déjà goûté? Oui, bien sûr. C'est très bon. Très très bon. On peut en trouver facilement ici, au Halles, ou dans plusieurs boucheries. Je crois qu'il ne faut pas la faire trop cuire comme les Américains en raffolent. Il faut la faire cuire comme on a l'habitude de manger du bœuf limousin,
qui, entre parenthèses, est aussi bon, même meilleur que le bœuf charolais. Alors maintenant, vous allez vous retourner. Sur le piano mécanique qui est derrière vous, vous allez trouver probablement une enveloppe. Une enveloppe. Quelque part. Ah. À mon avis, il faut que je lise quelque chose. Ah, je vois. Le questionnaire de Proust, mais en version raccourcie. Alors, la figure historique à laquelle vous auriez aimé ressembler. Laurent le Médicis, encore appelé Laurent le Magnifique. Parce que c'était un mécène royal qui avait su s'entourer d'une cour de lettrés, de poètes, de musiciens, de peintres. Et si je n'avais pas travaillé, si j'avais été très fortuné, j'aurais aimé être mécène et entretenir une cour. Comme ça, de poètes, de musiciens, de chanteurs. Voilà, voilà ma réponse. Votre livre de chevet, eh bien, on m'a offert récemment, dans une version originale, l'histoire de la restauration d'Alphonse de Lamartine. C'est magnifique. Alors, comme il y a quelque temps, j'avais lu, enfin, c'est un peu tard, les Mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand, je me suis amusé à comparer la description qui est faite par Chateaubriand de la disgrâce de Talleyrand et puis la description différente qui en est faite par Alphonse de Lamartine. C'est tout à fait intéressant, c'est du très beau français. Vos héros dans la vie réelle, ce n'est pas nécessairement des héros de tous les jours ou des héros communs. Le premier héros, c'est un chevalier au Moyen-Âge, c'est-à-dire un seigneur qui va quitter son château, qui va jurer fidélité à son suzerain, par exemple, qui va quitter sa femme et qui va partir, par exemple, pour la croisade. Et ce que je trouve magnifique, c'est la distance, la durée d'attente à la fois pour celui qui s'en va et pour celle ou celui qui attend. Et je trouve que par les temps qui courent, où tout va très vite, c'est une vraie valeur, la valeur du temps. Et je trouve même que le temps peut être un héros. Le deuxième héros, c'est Chateaubriand, parce que c'est une vie de héros, une vie romantique, à la fois politique, littéraire, amoureuse. Et le troisième héros, c'est Talleyrand, parce que Talleyrand, c'est le triomphe de la diplomatie, la subtilité, une certaine forme d'arrogance et le plaisir de servir à la fois son pays et lui-même. Je trouve que ce sont trois héros, ce chevalier, Chateaubriand, Talleyrand. Je reconnais que ce ne sont pas des héros de très grande simplicité. Votre plus grande peur? Ah là là, alors ça c'est très facile comme question. C'est le Super 8 dans le noir à Disneyland en Floride. Je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Je ne recommencerai plus jamais. Vous nous racontez? Ah, c'était affreux parce que déjà j'étais impressionné pour monter. Je savais que j'allais avoir peur. Et quand on sait qu'on va avoir peur, c'est comme quand on sait qu'on va avoir mal, on sait qu'on va avoir encore plus mal. Donc je fais la queue, vous savez, aux États-Unis, file d'attente, tout le monde est très organisé, je monte, on se retrouve à 8 ou 10, et il y avait plein de gamins avec moi. Plus les gamins hurlaient de joie, moi plus j'étais effrayé par la peur. Et dans ce grand 8, super 8, j'avais peur que ça se renverse, on m'a dit que ça ne se renverserait pas. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça va à toute vitesse. Pour moi ça a duré 10 minutes, il paraît que ça a duré 3 minutes. Quand je suis arrivé, j'avais envie de vomir, ça me tournait, j'avais eu tellement peur, j'ai cru que mon cœur se décrochait. Je ne recommencerai plus jamais, ça je me le suis juré. Hein. Votre film culte, Les Liaisons dangereuses, mais pas celui de Miloš Forman, mais celui de Stephen Frears avec John Malkovich et Glenn Close. C'est magnifique, absolument magnifique, c'est la très belle langue française et c'est très bien servi par le cinéma américain. Le talent que vous voudriez avoir, chanteur d'opéra. Alors j'hésite entre ténor et baryton, bien que la voix de basse soit la plus somptueuse, mais la plus difficile. Donc j'hésiterai entre ténor et baryton. Baryton ou ténor, oui, j'hésiterai. Votre devise, ah ça c'est une devise que je me suis imaginée quand j'étais enfant, très jeune, c'est plus, toujours plus. C'est-à-dire en faire toujours plus pour vaincre ses limites ou ses appréhensions. Plus, toujours plus. Et ça amusait toujours mes copains, mes copines, quand je leur disais, ma devise c'est plus, toujours plus. Votre œuvre musicale préférée, fredonnée, eh bien c'est le deuxième acte de l'air de Tristan et Isolde. C'est l'air de Branghen, c'est la servante d'Isolde,
Elle les prévient que leur acte d'amour est interdit et qu'ils vont être surpris brutalement par le roi Marc. Et c'est absolument magnifique. C'est une musique élégiaque. Alors on va se quitter maintenant en musique. On va vous remercier d'avoir accepté notre invitation et partagé ce moment avec nous. On ne peut pas vous raccompagner, mais le cœur y est. Au revoir, monsieur. Eh bien, moi aussi, je vous remercie parce que j'ai beaucoup aimé venir dans cet endroit insolite. Il faut que je reprenne ma sacoche. Je regrette, je pars avec un peu de regret quand même. Il faut que j'aille travailler. Au revoir. Au revoir.